Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Je reçois aujourd'hui Mireille Bédard qui vient nous parler de son livre « Vaincre la dépression ». À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question de la médecine vaudou. Notre collaborateur Jean-François Plouffe vient nous parler du protocole de garde, la fameuse loi P38. Vous écoutez Folie douce, émission numéro 785. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit à Folie douce. Je suis maintenant en compagnie de Mireille Bédard. Bonjour Mireille. Bonjour Yvan. Bienvenue à l'émission Folie douce encore une fois. Merci. Ça fait quelques années qu'on t'a reçu et on te reçoit encore une fois. C'est intéressant de remettre ça parce qu'il y a plusieurs bons sujets dont on va parler avec toi. Entre autres, tu étais venu nous voir il y a quelques années pour présenter ton livre « Vaincre la dépression », donc un livre qui a été édité quelque part aux alentours de 2015, en ce coin-là. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-là? En fait, c'est drôle la vie, hein, le parcours de la vie, le destin. Des fois, il nous amène à quelque part qu'on n'avait pas prévu. Moi, j'avais commencé à faire des conférences sur l'estime de soi, vaincre la dépression, parce que le sous-titre, c'est l'estime de soi au cœur du rétablissement, le livre. Et je voyais, qu'il y avait des bonnes réactions, tout ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a su que je faisais ça. Et puis, elle était sur Facebook, puis elle voyait mes publications. Et cette dame-là, qui était une éditrice, m'a contactée. Carrément. C'est plutôt rare, oui, c'est assez rare. Ouais. Et j'avais pensé, moi, je me suis dit, est-ce que je vais faire un documentaire? Est-ce que je vais faire un film? Parce que, j'ai un background artiste, communicatrice, puis j'hésitais, je réfléchissais, puis là, arrive ça, et cette dame-là me dit, je sais pas si ça vous intéresse, on sort une nouvelle collection, Sens et Vie. Il me semble que ça se prête très bien, en tout cas, si vous êtes intéressé. Et puis, j'ai proposé quelque chose, moi, un projet de livre, à quoi ça ressemblerait. Ouais. Et il fallait que ça soit accepté par la maison mère qui était à Paris. Alors, j'ai tout fait ça. Et finalement, ils ont été, emballés. Ils ont dit, on le fait. Et puis, voilà, c'est comme ça que l'écriture s'est commencée. Et comment on peut décrire ce livre-là? C'est un guide? J'aime à dire que c'est un guide à quelque part, ou je dirais pas jusqu'à... Il y en a qui vont dire, la dépression pour les nuls, là. Mais vraiment, j'ai essayé de rendre cette maladie qui est méconnue, la rendre la plus compréhensible possible pour des gens qui en ont aucune expérience. Et puis, c'est souvent le cas, les gens qui n'ont pas eu cette expérience-là, ils n'ont pas de repères. Hein? On a beaucoup de repères dans la maladie, la pathologie physique, mais quand on parle de psychique et de, maladie mentale, c'est plus difficile. Alors, j'ai essayé de décrire cette maladie, la dépression, sous toutes ses facettes et de voir comment c'est multifactoriel et aussi d'appuyer, évidemment, au fil du livre, je parle aussi de mon expérience, de mon parcours pour le rendre plus vivant, plus personnel, mais c'est toujours étayé, appuyé par des données probantes, là, des recherches, des écrits, tout ça, pour que les gens voient que je m'intéresse aussi à la recherche dans le sens, oui, j'ai une expérience, mais au-delà de mon expérience, qu'est-ce que c'est la dépression? Comment ça se passe? Comment ça se manifeste? Comment on peut en sortir aussi? Mais les membres de l'entourage, comment ils réagissent, comment au niveau plan physiologique, mais au plan neurologique, tous ces aspects-là. Ouais. Alors, j'ai essayé vraiment de faire comme un bon portrait. Oui, un portrait, puis que autant les aidants que les personnes elles-mêmes qui sont atteintes vont se retrouver. Là. Exactement. Je sais que moi, un des plus beaux compliments que j'ai eus, c'est justement ça. C'est une dame qui m'a dit... que je connais là, un peu personnellement, là, mais qui m'a dit, écoute, ton livre, moi, on dirait que, mon Dieu, c'est comme si tu m'avais pris par la main puis que tu m'avais amené avec toi, puis que j'ai cheminé, puis j'ai comme compris tellement de choses que je ne comprenais pas avant. Alors, je dis, ça, c'est le plus beau compliment que vous pouvez me faire. La dépression, il n'y a pas une seule définition parce qu'il y a toutes sortes de dépressions. Dépression saisonnière, dépression majeure, on entend souvent ça. C'est plutôt grave, souvent que ça demande l'hospitalisation, ces choses-là. Mais est-ce qu'il y a une façon de décrire la dépression? Qu'est-ce que c'est la dépression? Est-ce que tu es arrivé avec le temps, peut-être en écrivant ça, puis avec les conférences que tu fais et tout ça? Est-ce que tu es arrivé à mettre un peu une définition sur le... On parle d'état dépressif parce que tout le monde connaît ça, la déprime. Hein. On fait tous des déprimes. Ça peut durer une demi-heure, une heure, un jour. Saison. Deux jours. Quand c'est une saison, ça commence à être un type de dépression, saisonnière. Là. Mais quand on parle de dépression, mettons, majeure, comme moi j'ai vécu, même modérée, il y a des symptômes quand même qui reviennent, qui sont, par exemple, on n'a plus le goût de faire les choses qu'on aimait faire. On va avoir perte d'appétit total ou au contraire, on va toujours vouloir manger.
c'est souvent les opposés, les excès. On n'arrive plus à dormir ou au contraire, on voudrait toujours dormir. On n'a plus de plaisir. Il n'y a plus rien qui nous... C'est comme si, moi je dis, on a le thermostat émotionnel est à plat. À plat, là, il n'y a pas de fluctuation, il n'y a pas quelque chose qui nous allume. Ouais. On dirait que c'est un peu comme j'ai aussi l'électrocardiogramme des émotions. Hein, quand ton cœur arrête de battre, c'est un petit peu une ligne plate. Et aussi, on est porté à s'isoler beaucoup quand on est en dépression. Donc, les choses qu'on faisait avant, aller voir les amis, on a de moins en moins envie de le faire. Appeler les gens. La vie sociale, c'est frite, là. Est-ce qu'on s'en rend compte quand on est dans un état comme ça? Parce qu'on s'est souvent fait rapporter, tu sais, que les gens eux-mêmes, des fois, se sentent bizarres, mais ne comprennent pas que c'est peut-être une dépression dont ils ont justement l'expérience. Là. On va parler souvent pour dire que tu es vraiment dans un état dépressif, tu vis un épisode dépressif, de la durée. C'est-à-dire que si j'ai ces symptômes-là, ceux que je viens de nommer, pendant, je ne sais pas, quelques jours, bon, c'est peut-être pas une dépression, c'est peut-être parce qu'il faut aussi pas oublier que, par exemple, ton père vient de mourir, tu viens de perdre ton emploi, ça peut créer des états qui ressemblent à les symptômes que je viens de nommer. Mais quand ça dure 2, 3 semaines, 1 mois, là il commence vraiment il faut commencer à s'inquiéter un petit peu. Là. Et les proches doivent être au courant de ça parce que c'est souvent les proches qui aident la personne parce que la personne a tellement peu d'énergie puis peut-être... comme elle s'isole, elle va peut-être pas en parler, donc ça peut s'aggraver. J'imagine, plus on laisse aller, plus ça va être difficile à en guérir, ou en tout cas, on n'en guérit peut-être pas, mais au moins de se rétablir. Là. Tout à fait, c'est ça. C'est que les gens autour de nous, quand ils sont informés, comme moi, je donne un exemple très concret, mon mari, quand j'ai vécu le premier épisode avec lui, qui a été 1 an d'hospitalisation, qui était majeur, assez majeur, oui. Ouais. On s'était mariés il n'y a pas longtemps avant, alors c'était vraiment, on a commencé par le pire, nous. Ouais. Mais bref, lui, il a vécu ça avec moi, ça a été l'enfer pendant 2 ans, mais j'ai écrit le livre, il l'a lu, mais aussi j'ai refait un épisode dépressif et à ce moment-là, il savait beaucoup mieux quels étaient les signes, comment me soutenir, qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire, lui-même prendre soin de lui puis s'entourer. Alors, c'était beaucoup moins mystérieux pour lui parce que la première fois, quand tu vis ça avec quelqu'un, que tu accompagnes quelqu'un dans la dépression puis que tu connais pas la dépression, c'est une autre planète quasiment. Hein. Tu te sens très impuissant. Les gens vivent beaucoup d'impuissance. Ils ont l'impression qu'ils savent pas quoi dire ou ils disent une affaire puis « t'es capable, vas-y, un petit coup dans le... » Non, c'est pas une affaire de volonté. Là. C'est pas une affaire c'est vraiment tout. pas ça, effectivement. Non, c'est peut-être le meilleur conseil qu'on pourrait donner d'ailleurs aux gens qui sont en compagnie de personnes qui ont des dépressions, c'est de ne pas dire ça et de non. pas... Hein? Non. C'est parce que, moi, comme je disais des fois dans la conférence, je vais dire, on est peut-être... quand on dit, quand on veut, on peut, moi je dis toujours, on est peut-être malade, mais on n'est pas fou, là, parce que s'il y a une chose qu'on veut, c'est bien ça, c'est guérir, ne plus sentir. C'est une souffrance qui peut être innommable, hein, parce que ça peut amener à un geste fatal. Ça. Alors, c'est difficile à décrire cette souffrance-là, mais les gens qui l'ont vécue, ils ne la souhaitent pas à leur pire ennemi. Et comme tu disais, c'est ça, même suite à l'écriture de ton livre, tu as quand même eu à vivre un autre épisode. Oui. Donc, on n'est pas nécessairement immunisé là, parce que tu connais bien le sujet, tu l'as même écrit, donc ça montre encore que c'est fragile. Hein? Je pourrais faire le parallèle avec les gens qui ont un cancer, puis qui sont en rémission, puis ça va bien depuis un moment. Même je pense à Guy Corneau ou à Servan-Schreiber, puis ils connaissent ça, puis ils prennent soin d'eux, ils font tout ce qu'il faut, mais malheureusement, on ne contrôle pas tout dans la vie et il peut y avoir une rechute. Moi, la mienne, je ne l'ai pas vu venir assez vite. J'ai des signes avant-coureurs que je connaissais, mais je les ai peut-être pas bien vus ou pas voulu les voir, et ça s'est accumulé. Et là, comme je dis, c'est le train qui est rentré en gare très rapidement. T'sais. Est-ce qu'on a peur dans un état comme ça, surtout que tu te dis, OK, j'ai fait une grosse dépression, là, j'ai goûté tout ça, c'est beau, j'ai compris, mais là, le fait que ça revienne, comment tu te sens? C'est sûr que le premier réflexe, on se dit, non, ça recommence pas, puis non, je veux pas aller là, je veux pas ça. Mais là, assez rapidement, je me suis comme remise dans mes réflexes, je dirais, de protection. Puis et j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, écoute, moi, tu m'amènes maintenant tout de suite à l'urgence. Je sais que c'est ça qu'il faut. Il faut que je sois hospitalisée.
Et en plus, c'était très spécifique parce que moi, j'en parle dans mon livre, c'est que j'ai eu... ce qui m'a sorti, moi, de la dépression après 1 an à l'hôpital, là, ça a été les électrochocs, l'électroconvulsiothérapie. J'en parle parce que je veux démystifier et dédramatiser ça et que les gens sachent vraiment c'est quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent qui n'est pas nécessairement la bonne information. Pour toi, ça a fonctionné. Et pour beaucoup de gens, ça fonctionne. Et c'est un dernier recours. Mais moi, je fais partie des gens que la dépression, elle est résistante. C'est-à-dire qu'il y a aucune médication qui fonctionne, tu as juste des effets secondaires. Puis c'est 30% de la population. C'est beaucoup de gens. Fait que tu souffles longtemps, tu essayes plein de médicaments, puis ça marche jamais, puis tu as juste des effets secondaires. C'est pas drôle du tout. Alors moi, c'est ça qui a réanimé, je peux dire, qui a remis mes neurotransmetteurs en fonction. Donc c'est le neurochimique. Et ensuite, bon là, c'est le début du rétablissement. Ça, c'est juste, je dirais, remettre en fonction. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres actions que tu dois faire. Là. Absolument. C'est comme juste remettre en fonction, si on peut dire, les neurones. Les neurones, les neurotransmetteurs, et de revenir, sortir la tête de l'eau. Et donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je savais que j'étais de type résistante et que c'est ça qui m'avait vraiment sauvée. Et donc, j'ai dit au docteur, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux. Je veux pas passer 6 mois ici. Je l'ai déjà fait. Donc, je sais ce que je sais ce que ça fait, puis ça m'aide, ça marche, puis ça marche. On a une couple de minutes, on va évidemment mentionner le livre de nom de ton livre avant la fin de l'entretien, mais je veux que tu nous parles aussi de l'implication que tu as. Je crois que tu participes justement à la ressource Revivre, l'organisme Revivre qu'on nomme souvent à l'émission, que tu fais des ateliers. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu en quelques minutes. Là. Oui, j'aime beaucoup ça. C'est depuis un certain temps, là, j'ai commencé à donner co-animer des ateliers de soutien à l'autogestion. Alors, ça peut être l'autogestion de la dépression, ça peut être l'autogestion de l'anxiété, l'autogestion de la bipolarité, estime de soi, santé mentale, milieu de travail. Moi, à date, c'est plus ce que j'ai touché plus, c'est anxiété, dépression et estime de soi. Qu'est-ce que tu enseignes? Tu enseignes des trucs pour se prendre pour s'aider, quoi? On est 2 animateurs, 2 animatrices, là, c'est plus souvent chez Revivre des femmes. Et ce sont des exercices. Alors, il y a un apport théorique. On donne des informations. Les gens ont des exercices à faire, soit individuellement, soit en petit groupe ou en grand groupe. Il y a des discussions, il y a des échanges. Donc, c'est vraiment une pédagogie active qu'on appelle. C'est que tout le monde enrichit le cours parce qu'il y a des partages, puis là, il y a des commentaires, puis l'autre, elle a trouvé une solution, puis l'autre, Et alors, on essaie vraiment pendant 2h30 de donner des outils aux personnes pour qu'elles puissent devenir autonomes. L'autogestion, c'est ça. Hein? C'est ça. Alors, c'est la force du groupe aussi d'être ensemble puis de ce savoir-là qui s'enrichit. Donc, c'est des ateliers qui se donnent de façon 10 ateliers. C'est 10 semaines, un par semaine. Okay, oui, c'est bien. La plupart, c'est ça. C'est 10... Donc, les gens qui peuvent avoir, vont chez Revivre, ou en tout cas vont avoir les services de Revivre, pourraient participer aux ateliers dont tu es co-animatrice. Oui, en fait, Revivre, là, sur leur site, on peut aller les voir. Là, ça s'appelle J'avance, les ateliers. Et les gens peuvent s'inscrire. Évidemment, il y a des coûts. Quand on les suit chez Revivre, les ateliers, il y a un coût relié à ça. Mais de plus en plus, là, il y a des endroits comme les CLSC, des fois des organismes communautaires aussi, qui offrent les ateliers à un moindre coût, presque gratuit. Alors, c'est en train de... Ça fait des petits, là, parce que partout au Québec... Pour rejoindre les gens dans leur milieu. J'aimerais qu'on mentionne justement le titre de ton livre, Mireille Bédard, donc « Vaincre la dépression et l'estime de soi au cœur du rétablissement », en sous-titre, très intéressant, comme tu me disais aussi, c'est très, très important. Il est toujours trouvable aux éditions Mediapol, c'est ça? Exact. Donc, dans n'importe quelle librairie, vous pouvez le commander, et puis même en France. J'aimerais ça te réinviter pour un autre moment pour que tu nous parles d'un vraiment beau projet, le Recovery College, qui s'en vient au Québec. Alors, j'espère que tu pourras venir nous voir. Ce serait vraiment intéressant d'en parler. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Mireille Bédard, d'avoir été des nôtres. Merci. À la prochaine. Bienvenue. Au revoir. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, le sujet que tu nous amènes, la médecine vaudou, le fameux vaudou qu'on entend parler à tort et à raison peut-être, je sais pas. Oui, exactement, à tort et à raison, souvent à tort. C'est souvent aussi tu sais, le vaudou est comme souvent une connotation toujours un peu mauvais sort puis tout ça. Je sais pas si c'est souvent repris dans le cinéma hollywoodien. On s'en sert à toutes sortes de sauces. Mais je vais commencer par
donner ce qu'on dit tout simplement dans Wikipédia comme définition. On nous dit « Le vaudou, plus rarement appelé vaudouisme, est une religion originaire de l'ancien royaume du Dahomey. » C'est en Afrique de l'Ouest. Parfois assimilée à des pratiques occultes éclatées en de multiples communautés, cette religion d'ordre cosmique est toujours largement répandue au Bénin et au Togo. Et à partir du 17e siècle, les Noirs capturés et réduits en esclavage, originaires de cette région d'Afrique, répandirent le culte vaudou aux Caraïbes et en Amérique. Maintenant, dans un article écrit par Mme Cécile Mahé, elle nous dit, c'est intitulé, je l'ai pris sur Internet, ça s'appelle « Vaudou haïtien, magie, religion, mais surtout médecine traditionnelle ». Ça, c'est moins connu, à mon avis. On entend rarement ça, la médecine vaudou. Je pense que c'est quelque chose qui fait peur aussi. Oui, c'est ça. Mais, en tout cas, je vais essayer d'éclairer les gens là-dessus aujourd'hui avec ma lanterne. J'ai pris ça sur le site, tiens-toi bien, ça s'appelle « La sorcière et le médecin ». OK. Facile à retenir, tu vois. Oui. Alors, Mme Mahé nous dit « L'idée de cet article m'est venue en repensant à une très belle exposition sur le vaudou que j'ai visitée en 2013 au Musée des civilisations canadiens d'Ottawa. Riche de documents, de statues, de témoignages audio et vidéo, elle donnait une idée de cette magie-religion, bien loin des préjugés habituellement véhiculés dans la littérature et le cinéma. Même si les zombies et les cérémonies et les prêtres voodoo ne sont jamais bien loin, il faut rendre justice à cette pratique thérapeutique longtemps persécutée. Elle nous dit « Souvenez-vous de James Bond », c'est-à-dire Roger Moore dans Live and Let Die, et le méchant baron Samedi. Oui, Hollywood n'a eu de cesse de donner une réputation sulfureuse à cette religion. On pense poupées vaudou, cérémonies, zombies, envoûtements et possessions. Un frisson nous passe. Pourtant, c'est avant tout une composante essentielle de la médecine créole haïtienne et qui doit sa mauvaise réputation à des concours de circonstances historiques bien indépendants de sa volonté. OK. Si on parle des origines, si le vaudou gère les rapports sociaux, parfois dans un esprit de vengeance, et c'est cet aspect qui a été le plus médiatisé, il est aussi et surtout utilisé pour prévenir et guérir les maladies. En fait, les préoccupations médicales sont au cœur même du vaudou. S'y côtoient plusieurs thérapeutes aux spécialités différentes. Il y a des accoucheurs, hommes ou femmes, les médecins feuilles qu'on appelle, qui préparent les remèdes, et les praticiens vaudous, ce qu'on appelle les Oungan, qui sont les hommes, et les Manbo, qui sont les femmes. Là, je t'avertis parce qu'il y a tout un jargon là, qui va avec. qui va avec le vaudou. Ces différentes fonctions ne s'excluent pas, et un Oungan peut aussi être accoucheur, par exemple. D'abord, une pratique cachée pendant la période esclavagiste, interdite par les colons qui craignaient notamment les empoisonnements qui survenaient sur les habitations, le vaudou va connaître entre 1804 et 1860 une période qu'on appelle d'osmose avec le catholicisme. C'est le moment pendant lequel les lacous, des centres vaudou, se construisent, se constituent, c'est-à-dire un peu comme les hôpitaux vaudou, si tu veux. OK. Lacou, ça s'écrit L-L-A-K-O-U. Mais à partir de 1860, se produit un changement radical. Il y aura plusieurs grandes vagues de persécutions systématiques du vaudou par l'Église avec les campagnes anti-superstitieuses et surtout pendant l'occupation américaine de 1915 à 1934. En effet, les Américains avaient pris le prétexte de la barbarie du vaudou pour justifier leur occupation. La propagande des textes en Europe puis le cinéma hollywoodien vont définitivement diaboliser cette pratique. En 1987, la nouvelle constitution d'Haïti a dépénalisé le vaudou. En 2003, le vaudou a été reconnu comme religion officielle, au même titre que le christianisme. Des associations se sont créées pour expliquer le vaudou et lui redonner sa juste place. On avait beaucoup entendu parler ici il y a une grande communauté haïtienne ici au Québec, oui, à Montréal. Fait que moi, en tout cas, mes premières connaissances du vaudou, c'était par eux. Oui. J'ai l'impression que les Haïtiens auraient tendance à cacher
un peu le vaudou parce qu'il y a peut-être un petit peu de... Il y a un malaise par rapport à ça. Alors, quel que soit le thérapeute, on dit qu'ils ne choisissent pas de le devenir. On dit qu'ils sont choisis et forcés de cette voie. Cette explication est répandue en Haïti, et pas seulement pour les thérapeutes. Dans un contexte de précarité économique et de possible jalousie d'un voisin, il est préférable de ne pas sortir de la masse en affirmant haut et fort que l'on fait tout pour améliorer son quotidien et que l'on a l'intention d'en profiter financièrement. Au contraire, dans un pays où afficher un nouveau statut socio-professionnel est risqué. Cette explication surnaturelle permet d'acquérir une certaine légitimité. De nombreux Oungan avancent qu'ils sont devenus responsables de cultes contre leur propre gré. Mais j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. À l'Espresso allongé, merci beaucoup. Donc, la médecine du vaudou. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous parle du protocole de garde de la loi P38. À l'Espresso allongé, c'est la suite du sujet la médecine vaudou. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. C'est toujours avec plaisir que je reçois à nouveau Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Tu es d'Action Autonomie. On va parler aujourd'hui d'un sujet dont on a déjà parlé, mais il y a des nouveautés. Il y a quelque chose qui a été changé par rapport à ça. C'est la loi P38. Donc, c'est un nouveau protocole de garde, en fait. Hein? Exactement. Alors, la loi P38, pour rappeler rapidement ce que c'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Donc, quand ça nous arrive, c'est parce que ça va pas bien dans notre vie. Et c'est une loi, donc, qui permet de garder, après l'autorisation du tribunal, une personne qui est jugée dangereuse en raison de son état mental dans un établissement de santé pour une période qui, la plupart du temps, tourne autour de 30 jours. Donc ça, c'est une loi qui est en vigueur depuis plus de 20 ans, depuis 1998. Ouais. Et avec ce genre de législation-là, il y a souvent ce qu'on appelle soit des orientations ministérielles ou un cadre de référence ou quelque chose qui vient préciser les modalités d'application de la loi. Dans ce cas-ci, il a fallu attendre 20 ans pour que les précisions autour de l'application de la loi puissent être diffusées par le gouvernement. Elles sont apparues au printemps 2018. On en a beaucoup parlé. En fait, il y a toujours eu un peu un bémol. Puis quand on parlait de la loi P38, ça n'a jamais été tout à fait clean, si tu me permets l'expression, là, comme loi. C'est ça. C'est que les établissements, puisqu'il n'y avait pas d'orientation ministérielle puis de cadre de référence, l'appliquaient un peu à leur façon. Et avec le temps, sont venus à l'appliquer dans une optique qui leur rendait service à eux. C'est-à-dire que il pouvait arriver là qu'on escamote un petit peu la notion de dangerosité parce qu'on voulait garder la personne à proximité pour pouvoir un peu tester sur elle l'effet de certains médicaments sans qu'on ait à faire en sorte qu'elle revienne à l'hôpital, etc., puis à l'avoir toujours finalement à la portée de la main. Donc, il y a toutes sortes d'abus qui ont été faits, des dépassements des délais prévus par la loi assez systématiquement, etc. Donc, là, ce cadre de référence-là qui est assorti d'un protocole, d'un modèle de protocole qui est demandé aux établissements et qui va faire en sorte de clarifier beaucoup le mode de fonctionnement et le mode d'application de la loi. C'est un peu, j'ai l'impression que cette loi-là servait un petit peu trop comme fourre-tout, parce que, tu sais, quand tu nous as souvent dit, tu sais, c'est pas vrai que quelqu'un a nécessairement... tu sais, on prévient toujours la dangerosité et ces choses-là, mais on a l'impression qu'elle n'est pas adaptée parce qu'il n'y a pas un individu pareil, puis tu peux pas comme appliquer à tout le monde. Hein? C'est ça. Et dans un grand nombre de cas, on applique cette loi-là à des personnes qui ont des idées suicidaires. Ouais. Et une personne qui a des idées suicidaires, n'importe quel intervenant un peu compétent va vous le dire, c'est pas en contrôlant la personne, en la réprimant, puis en l'empêchant de faire des choses, puis en la plaçant dans une atmosphère qui ressemble à celui d'une prison, qu'on va chasser ses idées noires, finalement, puis qu'on va lui enlever l'envie de se suicider. À la limite, la personne va l'avoir encore plus, l'envie de se suicider à la fin de sa période de garde. Peut-être de mordre quelqu'un en plus. Hein, voilà. Donc, on a besoin de complètement autre chose que ça. Et malgré tout, c'est à peu près tout ce que le réseau de la santé a à offrir à ces personnes-là. On l'a vu au cours des derniers mois là, dans des articles de journaux récents, des gens qui, n'ayant pas de
service se sont finalement suicidés. Ouais. Donc, dans le fond, ce que l'hôpital a à offrir, c'est uniquement des médicaments puis de la privation de liberté. Mais là, ce que le protocole vient faire, c'est d'encadrer de façon un petit peu plus serrée les modalités de cette privation de liberté. Oui, et on parle de quoi à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut donner? Oui, ben il y a des changements qui sont quand même importants dans le protocole. En fait, on espère que le protocole va amener des changements importants. Il y a toujours eu un flou autour du début de la période de garde préventive, parce qu'au départ, l'hôpital a le droit de garder la personne sans autorisation du tribunal sur simple avis du médecin pour une période de 72 heures. Ouais. Mais on se demandait souvent à quel moment précis commence cette période de 72 heures pour savoir à quel moment elle se termine. Et là, le protocole et le cadre de référence viennent clarifier ça en disant elle commence dès la fin du triage à l'urgence. Donc, quand la personne arrive à l'urgence, elle passe au triage et là, l'infirmière qui est là dit, bon, ben cette personne-là présente une dangerosité, on va enclencher un processus de garde préventive. C'est à ce moment-là que ça commence. Okay. Sauf que la loi P38, elle prévoit par ailleurs que c'est un médecin qui doit autoriser la garde préventive. Donc, il y a une espèce de période de temps où, entre la fin du triage puis le moment où la personne va voir le médecin, où théoriquement, elle peut quitter l'hôpital. Les établissements disent, elle peut prendre la fuite, elle peut se sauver. Nous, on dit, elle est tout simplement autorisée, comme n'importe quel citoyen, à quitter l'établissement hospitalier si elle le souhaite. Donc, il va falloir réorganiser un petit peu le fonctionnement des urgences, des hôpitaux généraux en particulier, parce qu'une personne qui a des problèmes comme ça peut se présenter à n'importe quel hôpital, pas nécessairement dans des instituts psychiatriques. Et donc, il va falloir s'organiser pour que très rapidement, un médecin de l'urgence se libère pour aller constater l'état de la personne et débuter officiellement là, avec les procédures administratives qui s'imposent, le début de la garde préventive. Et le triage, si je ne m'abuse, ça peut prendre aussi du temps, parce que on peut attendre des heures là, avant d'être passé au triage. Effectivement, on peut attendre et la personne à ce moment-là n'est pas... elle peut être accompagnée d'un policier. Ce qui arrive souvent aussi, c'est que les gens sont amenés à l'hôpital par la police et la police, le policier peut contraindre la personne à rester à l'hôpital. Mais très souvent, les policiers, ils ont autre chose à faire que d'attendre après le triage puis après le médecin avec la personne. Ils considèrent que la personne est sous la responsabilité de l'hôpital. Donc là, il y a une espèce de flou parce que tant que le médecin n'a pas débuté officiellement le début de la garde en elle-même, ben la personne est libre. Donc, il va falloir que les hôpitaux s'adaptent à cette nouvelle réalité-là et fassent en sorte que les médecins voient ces personnes-là beaucoup plus rapidement qu'ils le font actuellement. Et il y en a encore trop, comme tu nous disais déjà, je pense qu'on l'utilise trop souvent encore, cette loi-là. Oui, j'imagine que c'est encore le cas. Là. Effectivement, il y a en 2014, la dernière année pour laquelle nous, on a compilé les chiffres, il y en avait eu près de 3000 à Montréal. Ouais. Et ça, c'est des gardes autorisées et des gardes provisoires, des décisions du tribunal. Mais on approche maintenant des 10 000 cas de garde préventive qui ne nécessitent pas l'intervention du tribunal. Donc, c'est beaucoup de gens et ça arrive très, très souvent. Puis l'autre nouveauté, en fait, c'est pas une nouveauté, mais c'est une précision importante que le protocole vient amener, c'est la nécessité d'informer les personnes sur le processus dans lequel elles sont plongées. La loi P38, c'est une loi dont l'application est très complexe parce que c'est une loi qui se veut exceptionnelle. Donc, on doit l'utiliser rarement et quand on l'utilise, ben c'est compliqué. Il faut aller chercher l'autorisation du tribunal à 1 à 2 reprises dans certains cas. Donc, les gens qui connaissent pas ça et en plus qui vivent une période de détresse puis de difficulté puis de vulnérabilité, ils ont besoin de quelqu'un pour leur expliquer ce qui leur arrive. Chose qui n'existe pas dans les hôpitaux. Les gens sont laissés complètement à eux-mêmes et ils sont ballottés là, d'un endroit à un autre sans trop comprendre ce qui leur arrive. Il y a même des gens qui nous disent des fois, ben moi je pensais là, que j'étais rentré à l'asile puis qu'ils ne me laisseraient plus jamais sortir puis que ma vie était finie. C'est loin d'être clair. Là. Et c'est très compliqué puis c'est très traumatisant encore une fois pour les gens. Puis ça peut amener des moments de frustration puis d'agressivité et à ce moment-là, l'hôpital va réprimer encore plus durement la personne. Il faut se rendre compte que la personne est quand même est pas dans un état émotionnellement fort, donc notre but, c'est justement de pas la rendre encore plus craintive ou faible, si on veut. Là. Et donc, elle a d'autant plus besoin d'aide. Oui, exactement. Et là, ce que le protocole dit, c'est qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un dans l'établissement dont c'est le travail, ça, d'expliquer, de s'asseoir avec la personne, de la calmer, de lui expliquer, de faire en sorte qu'elle comprenne ce processus qui est déjà compliqué
et qu'elle puisse donc se défendre plus adéquatement. Puis ça, en ce moment, il y a personne dans les hôpitaux qui est en mesure de faire ça. Le personnel, même ceux qui appliquent cette loi-là depuis très, très longtemps, connaissent pas les détails de l'application de la loi. Les médecins ont pas le temps de faire ça. Le commissaire aux plaintes dit, nous, on traite les plaintes, mais on fait pas de défense de droit comme tel. Donc, il y a personne pour l'instant. Nous, on pense que ça relève de la responsabilité d'un travailleur social de faire ça. Il y a peu de travailleurs sociaux dans les départements de psychiatrie. Ils sont pas là à la journée longue. Ils sont là le jour, mais pas nécessairement le soir et la nuit. Donc, il va falloir là aussi qu'il y ait des changements, des ajustements qui soient apportés de façon à ce que les personnes puissent avoir l'information à laquelle elles ont droit. Peut-être qu'il devrait y avoir une personne qui serait multitâche, mais qui, dans ses tâches, aurait, entre autres, cette tâche-là, parce que c'est difficile à prévoir là, qui va rentrer et à quelle heure, mais au moins qu'il y ait une personne en permanence à toute heure du jour et de la nuit. Là. C'est ça, mais les départements de psychiatrie, la plupart du temps, sont remplis parce que ça refoule souvent dans les soins intensifs. Ouais. Il y a des gens qui restent aux soins intensifs parce qu'il n'y a pas de place à l'étage. Donc, ces gens-là manqueraient pas vraiment de travail et de toute façon, ils auraient, c'est très long et très complexe à expliquer. Puis il faut surtout que ces gens-là, ils soient formés. Et ça aussi, là, c'est quelque chose qui manque en ce moment. Il y a personne qui est en mesure de donner cette formation-là aux intervenants éventuels qui le transmettraient aux usagers. Donc, il y a un défi là très important pour les hôpitaux. Oui, on parle donc du protocole de garde. Il y a des problèmes à spécifier, je pense, Jean-François aussi. Oui, dans le protocole, il y a des expressions qui sont un peu problématiques. Par exemple, la notion consentement à la garde. On dit, c'est vrai qu'il faut rechercher activement le consentement de la personne, mais à partir du moment où on consent à une garde, on n'est plus en garde. On est en hospitalisation volontaire. Donc, à partir du moment où la personne a accepté de rester dans l'établissement, ben, on doit interrompre le processus de garde, quitte à le reprendre plus tard si jamais elle change d'idée puis qu'elle a conservé sa dangerosité. Mais ça, c'est pas toujours clair. Donc elle ne consent pas à la loi P38, elle consent à l'hospitalisation ou elle consent, mais donc on parle plus de la loi. Et à ce moment-là, la loi P38 ne s'applique plus pas, parce que la loi, elle consiste à contraindre la personne à rester à l'hôpital contre sa volonté. Alors qu'elle va elle accepte. Elle accepte d'y rester, donc il n'y a plus lieu d'aller la forcer à rester. Autre aspect, on parle à un certain moment, au moment où la personne va comparaître en cour, on dit il faut organiser le témoignage des personnes à la cour. Ce n'est pas à l'hôpital d'organiser le témoignage de la personne à la cour parce que c'est un litige civil entre d'un côté l'hôpital et de l'autre côté la personne. Donc les deux sont adversaires, sont parties adverses. Donc il faut au contraire non pas que l'hôpital organise le témoignage, mais bien qu'elle dirige la personne vers un avocat externe à l'hôpital qui va prendre fait et cause pour elle là, réellement. Il y a trop eu souvent de gens qui se sont fait organiser, alors c'est peut-être souhaitable que la personne s'organise elle-même ou avec l'aide, comme tu dis. Parce que beaucoup de gens se font dire par les soignants, faites-vous-en pas avec ça, vous avez reçu un papier de la cour, là, mais vous avez rien fait de mal, il n'y a pas de problème, on s'occupe de tout, c'est pas nécessaire d'y aller, puis tout va bien aller. Ça, à ce moment-là, l'hôpital se donne le champ complètement libre pour pouvoir priver la personne de sa liberté sans même qu'elle s'en rende compte. Oui, c'est ça, elle se fait priver de ses droits en sachant pas trop que c'est ça qui arrive. Exactement. Donc, ça, en principe, ce n'est pas permis par la loi et ce n'est pas encouragé par le protocole, mais il faut vraiment insister sur le fait qu'il faut que ce soit un agent externe, un avocat externe à l'hôpital qui va défendre les intérêts de la personne et non pas l'hôpital elle-même puisqu'elle se retrouve en conflit d'intérêts. Il nous reste comme une minute environ, Jean-François. Ben, rapidement, il y a le problème aussi des personnes il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'urgence et qui sont en décompensation et qui ont perdu un peu le contact avec la réalité. Ces gens-là n'ont pas la capacité ponctuellement à consentir à l'évaluation psychiatrique. Et donc, là, il y a une espèce de flou à savoir est-ce que c'est la Cour supérieure via la procédure d'autorisation judiciaire de soins qui va s'occuper de ça ou si la garde préventive peut quand même être utilisée, même si la personne n'avait pas la capacité à consentir et n'était pas nécessairement en état de refus catégorique. Parce que quand une personne n'a pas la capacité à consentir, très souvent, on considère qu'elle a accepté puisqu'elle ne s'oppose pas. Et c'est pas si simple que ça dans la réalité. En terminant, les coordonnées d'Action Autonomie. Ben voilà, si vous voulez nous contacter, on est toujours au 514-525-5060 et notre site internet est le www.actionautonomie.qc.ca. Jean-François Plouffe, merci beaucoup et à une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce.
qui traite de santé mentale depuis 1991. Poursuivons maintenant à l'émission Folie douce avec l'espresso allongé. Alors, Pierre Laporte, on poursuit sur le sujet la médecine vaudou, que tu as entamé plus tôt. Oui, c'est toujours selon un article écrit par Madame Cécile Mahé. Un article qui s'appelle « Vaudou haïtien, magie, religion, mais surtout médecine traditionnelle ». Alors, je poursuis simplement la lecture où j'étais rendu. Elle nous dit « Le rêve est utile comme espace de rencontre avec ce qu'on appelle les Iwa. IWAS. Ce sont des entités non humaines qui permettent d'obtenir les connaissances nécessaires pour soigner. Ainsi, souvent, les témoignages montrent un futur praticien confronté à un épisode de maladie chez un proche où toutes les solutions sont éprouvées sans résultat. Il n'y a plus d'espoir. Alors, le futur praticien a un rêve dans lequel il obtient la connaissance d'un remède qui va effectivement soigner le malade. C'est le début de sa carrière de thérapeute. Ou alors, c'est lui-même qui est malade et cette maladie est interprétée comme l'action de Iwa qui veulent en faire un serviteur. Le malade guérit en assumant cette nouvelle fonction. Traditionnellement, les Haïtiens ne considèrent pas la maladie comme un état de santé déréglé ou déséquilibré. La maladie est une entité entièrement construite en dehors du corps, comme une entité extérieure au corps et qui peut le pénétrer et s'y déplacer. On dit d'ailleurs que la maladie attaque le malade, qu'elle le gagne, le dévore, le bat, qu'elle se cache dans son corps. La maladie pénètre le corps par la plante des pieds, le dessus de la tête, sous les aisselles, etc. Elle trouve ensuite les veines qui sont considérées comme des voies de circulation. Et 3 catégories de maladies sont distinguées. Il y a ce que l'on appelle la maladie du bon Dieu, où le sort du malade n'est pas entre les mains d'un thérapeute en particulier. Le malade peut guérir sans aide ou mourir de la maladie, mais nous ramène vers la notion d'un lieu de soins adéquat. Deuxièmement, la maladie de l'hôpital ou du docteur. Ce sont les maladies ordinaires comme certaines fièvres, des maux de ventre, etc. Et troisièmement, la maladie du praticien vaudou. En ce cas, les moyens conventionnels sont insuffisants car la maladie a été causée par des procédés magico-religieux. Donc, il y a encore ce côté-là, parce que c'est pas pour rien qu'on retient ça. Tu sais, comme quoi c'est un peu une malédiction ou un mauvais sort qui était lancé à quelqu'un. Tu sais, on exagère un peu dans les films là, en piquant une petite poupée. Oui. Tu sais, mais moi, j'aurais beaucoup de mal à voir le vaudouisme pratiqué dans notre système d'hôpitaux ici au Québec. Mais ça se pratique peut-être ailleurs, justement, ça se pratique à certains endroits. Mais j'aurais tendance à penser que ça se pratique en cachette. Oui, c'est ça. Mais peut-être pas à Haïti, là, où c'est reconnu officiellement. Ouais. En tout cas, je poursuis ma lecture. Alors, 2 scénarios explicatifs de la maladie sont proposés par les Ungan, qui sont les soigneurs. Soit c'est le malade qui est responsable de sa maladie, car il n'a pas assumé ses devoirs envers ses ancêtres. Soit la responsabilité du mal incombe à une tierce personne qui agresse le malade délibérément. Le malade est alors victime de pratiques magiques. Deuxième scénario, l'expédition des âmes. Des âmes envoyées peuvent pénétrer le corps d'une personne, s'y installer et provoquer des troubles et des signes physiques. Il s'agit de malades dont les rapports avec les autres sont perturbés. Ce sont les maladies mauvais esprit, malades zombies ou coup de zombie. L'âme peut pénétrer le corps car on a tendu un piège au malade. Maintenant, pour continuer dans le jargon, il y a ce qu'on appelle l'envoi d'un Iwa. Le coup de Iwa cloue le maladie au lit. Il agresse et persécute sa victime. Les Iwa, j'ai dit tantôt, c'était des esprits. Il y a aussi le loup-garou, concerne les enfants en bas âge. Il agresse l'enfant quand tout le monde est endormi. C'est une personne qui prend des apparences différentes. Ça peut être un chat, une chouette, un insecte, etc. Il suce le sang de l'enfant. Les maladies causées par des âmes sont des maladies envoyées par des tiers. Une fois le type de maladie identifié, le Ungan, le soigneur, va prendre en charge le malade. Dans un premier temps, il s'agit de traiter les âmes et de les faire partir du corps du malade. Pour cela, le praticien utilise des incantations, des chants et sollicite plusieurs Iwa. Leur offre ce qu'ils aiment, frictionne le malade avec des préparations à base d'eau magique. Elles sont préparées et vendues sur le marché. Et il y a aussi le clérène,
qui est de l'alcool de canne à sucre. On lui fait avaler d'autres mixtures à base de plantes ou d'animaux broyés et une poule peut être utilisée pour récupérer les âmes. Je pense qu'on a tous déjà vu ça dans les films. Oui, à ta connaissance, est-ce que c'est quand même décrié avec le corps médical? Est-ce que le corps médical, disons, quand on parle de médecine vaudou, est-ce qu'ils vont comme mettre en garde les gens de faire attention? Parce que c'est quand même, ça a peut-être une très mauvaise presse, puis jusqu'à un certain point, peut-être que... Écoute, moi, je suis certain que... Les médecins ne doivent pas trop aimer Partout dans le monde, qu'on pourrait dire... non, c'est sûrement... mal vu. Pas pris au sérieux. C'est ça. Mais en Haïti, mais ça a été reconnu officiellement. Ouais. Et dans certaines parties d'Afrique. Alors, je continue. On nous dit, ensuite, une fois les âmes extraites du corps de la victime, il s'agit de les renvoyer. Pour cela, elles sont emprisonnées dans une corde où le Houngan matérialise l'emprisonnement en faisant des nœuds. Une cérémonie complexe est ensuite organisée dans un carrefour la nuit, au lieu symbolique très présent dans la pratique vaudou. Là, c'est le Iwa Met Kalfou, maître des carrefours en créole, qui est sollicité pour ouvrir le passage. L'ensemble du processus dure plusieurs heures. Des pratiques préventives sont également mises en œuvre, c'est-à-dire décoiffage pour mettre à l'abri son âme, mettre la personne sous la protection d'un Iwa et attribuer une garde à une personne. Alors, en terminant, on nous dit que l'unique source de cet article est le livre écrit par M. Nicolas Vonarx. Ça s'écrit V-O-N-A-R-X. Et le livre s'appelle « Le vaudou haïtien entre médecine, magie et religion ». C'est aux éditions Presse de l'Université Laval. Et comme je l'ai dit précédemment, cet article que je viens de vous lire, vous le trouverez sur le site internet lasorcièreetlemédecin.com. C'est particulier, en tout cas. C'est un tour d'horizon parce que c'est quand même quelque chose qui est tabou aussi puis qui est peut-être souvent mal connu aussi, le vaudou, oui. La médecine vaudou, mais c'est intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Bienvenue. Merci. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. En conclusion de ce rendez-vous de Folie douce, Pierre Laporte, donc on a eu des bons invités. On a eu Mireille Bédard en début d'émission. Elle nous a parlé de son livre « Vaincre la dépression ». D'ailleurs, les gens qui veulent en savoir plus sur son livre ou sur tout ce que fait Mireille, vous pouvez aller sur son site web mireillebédard.com sans accent collé. Alors, merci d'avoir été avec nous à l'émission. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, il était question de la médecine vaudou, Pierre. Oui, mais en fait, je dois dire que je me suis fait plaisir à moi-même parce que j'ai toujours trouvé ça mystérieux. Tu voulais en savoir plus. Oui, mais je me dis, il y a sûrement quelque chose qui fonctionne là-dedans parce que on utilise les plantes médicinales un peu comme les Indiens d'Amérique le faisaient. Et supposément que ça marchait. C'est intéressant comme sujet. Ça changeait aussi des autres sujets. Merci pour ça. Merci pour ta mise en onde également. Et je remercie notre collaborateur Jean-François Plouffe qui nous a parlé du protocole de garde de la loi P38. Donc, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine de Folie douce. Au revoir.